Dans le cabinet du notaire, pendant la lecture du testament, lorsqu'un seul nom fait prononcer pour le château familial de 150 ans et toute la fortune, c'était précisément le jour de mes 68 ans. Et ce nom appartenait à une femme que j'avais rencontrée 6 mois auparavant, qui prétendait être une parente par le sang. Bonjour, je suis Madeleine, et je suis ici pour vous raconter une histoire vraie qui s'est déroulée à Bordeaux, une histoire qui vous semblera incroyable, mais qui figure dans les dossiers judiciaires, avec un numéro de dossier. J'étais tellement bouleversée, tellement choquée. Comment cela pouvait-il être possible? Je suis professeure de droit à la retraite. Pendant 40 ans, j'ai enseigné le droit civil à l'Université de Bordeaux. J'étais spécialisée en droit successoral, en droit des testaments. J'ai examiné des milliers de cas, analysé des milliers de conflits familiaux. Mais maintenant, à 68 ans, je réalise que parfois les plus grandes leçons ne viennent pas des manuels, mais de la vie elle-même. Cette histoire est celle d'un secret de famille, mais c'est aussi une histoire d'escroquerie, une histoire de trahison, et finalement, une histoire de triomphe de la justice. Maintenant, avant de commencer l'histoire, j'ai une petite demande. Si cette vidéo vous plaît, j'en serai très heureuse, car cette histoire peut servir de leçon à des personnes de tous âges. Partagez-la surtout avec les personnes de plus de 50 ans et celles qui ont une famille, car les escrocs nous ciblent particulièrement. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de Madeleine, car je continuerai à raconter des histoires vraies. Et dans les commentaires, écrivez-moi votre âge, d'où vous êtes, parce que savoir combien de personnes ces histoires atteignent me motive. L'histoire commence en avril 2024, ce matin de printemps où les champs de lavande se teintaient de violet. Avril, j'avais 67 ans. Dans ma belle maison simple à Bordeaux, dans mon salon donnant sur la Garonne, tenant la première édition de Victor Hugo, le téléphone sonna. C'était Notaire Bernard, l'avocat de notre famille depuis 40 ans, qui était à nos côtés lors des funérailles de mon père, à chaque crise familiale. Presque un membre de la famille. Assise dans le cabinet du notaire, attendant la lecture du testament de mon arrière-grand-père, quand j'ai appris que je n'étais pas l'unique héritière du château familial de 150 ans et de la fortune de plusieurs millions d'euros, je venais d'avoir 68 ans. Et cet héritier était une femme que je n'avais jamais connue, qui avait frappé à ma porte 6 mois plus tôt en disant « Je suis la fille de ton cousin éloigné. Je suis professeur de droit à la retraite. Pendant 40 ans, j'ai enseigné le droit civil à l'Université de Bordeaux, en particulier le droit successoral. J'ai examiné des milliers de testaments, analysé des centaines de conflits familiaux, de disputes, fait des expertises judiciaires. Je disais toujours à mes étudiants, les affaires d'héritage révèlent le vrai visage des gens. Quand l'argent est en jeu, même les proches parents peuvent mentir et s'éloigner. Quelle grande ironie que je devais vivre cette leçon de la manière la plus douloureuse, car parfois la vie vous montre exactement le contraire de ce que vous enseignez dans les manuels, et parfois le plus grand danger vient de ce qui semble le plus innocent. Cette histoire est celle d'un arbre généalogique construit sur le mensonge. Faux documents, tests ADN manipulés, réseau d'escrocs professionnels. Mais c'est aussi l'histoire d'une femme, moi, utilisant ses 40 ans de connaissances juridiques pour faire triompher la justice. Parfois, la victoire vient subtilement. Parfois, pour gagner, il faut utiliser les armes de votre adversaire contre lui. L'histoire commence en avril 2024, le plus beau moment de Bordeaux, quand les champs de lavande se teintent de violet. Ce matin-là, dans mon salon donnant sur la Garonne, je lisais Les Misérables, édition 1862 de Victor Hugo. Je regardais les toits de la ville par la fenêtre, respirant l'arôme de mon café matinal. J'avais 67 ans. Je vivais la période la plus paisible de ma vie. J'avais perdu mon mari Jean-Pierre il y a 2 ans. Après 42 ans de mariage heureux, son cœur avait cédé. La période de deuil était passée maintenant. Les souvenirs ne faisaient plus mal. Ils ne faisaient que me faire sourire. J'avais 2 enfants. Mon fils Laurent, 40 ans, associé dans un cabinet d'avocats à Marseille. Ma fille Sophie, 37 ans, dirigeait une galerie d'art à Paris. J'avais 3 petits-enfants et la vie était belle, simple, paisible. Ce matin-là, à 9h30, le téléphone sonna. C'était Notaire Bernard Leclerc, l'avocat de notre famille depuis 40 ans, qui était à mes côtés lors des funérailles de mon père, que je consultais à chaque crise familiale. Un homme presque comme un oncle. « Madeleine, dit-il, il y avait une étrange tension dans sa voix. Je dois te convoquer à mon cabinet. C'est très important. » « De quoi s'agit-il, Bernard ?» demandai-je. Je commençais à m'inquiéter. La voix de Bernard ne tremblait jamais comme ça. « Je ne peux pas en parler au téléphone, mais c'est à propos de ta famille. Je t'attends aujourd'hui à 14h. Amène Meurant, s'il te plaît. Il doit aussi être au courant. »
Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient. Qu'est-ce qui pouvait concerner ma famille? Toute ma famille? Je n'avais plus de famille de toute façon. Ma mère était décédée il y a 15 ans, mon père il y a 8 ans. Je n'avais ni frère ni sœur, ni tante ni oncle. J'étais la dernière représentante de la famille Beaumont. Et mes enfants, mes petits-enfants, il n'y avait personne d'autre. J'étais mal à l'aise. Était-ce de la peur ou de la curiosité? Je ne savais pas. J'ai appelé Laurent, expliqué la situation. Il s'inquiétait aussi. « Maman, c'est peut-être lié aux impôts, à un problème avec le château de grand-père ?» dit-il. Mais il n'y croyait même pas lui-même dans sa voix. À 14 heures, nous sommes arrivés au cabinet de Bernard, ce vieux bâtiment en pierre, au centre de Bordeaux, près de la place de la Bourse. Combien de fois y étais-je allée? Pour des successions, des achats immobiliers, des testaments. Mais ce jour-là, en entrant, quelque chose se noua dans mon estomac. Une peur indéfinissable. Bernard nous attendait. Dans la soixantaine dizaine, cheveux gris, visage sérieux. Mais ce jour-là, il y avait une autre expression sur son visage. Malaise, peut-être honte, peut-être inquiétude. « Madeleine, Laurent, asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit-il. Sur son bureau, il y avait un dossier, épais, plein de documents timbrés. « Bernard, que se passe-t-il » demandai-je. Je ne pouvais plus supporter. Bernard prit une profonde respiration. « Madeleine, il y a 3 semaines, une femme est venue à mon cabinet. Elle s'appelle Céline Moreau, 42 ans, de Toulouse, et elle prétend être ta parente éloignée. » Je restai silencieuse un moment, choquée. « Ma parente éloignée? Que veux-tu dire, Bernard? Je n'ai aucun parent, tu le sais? » ?»« Oui, je sais, Madeleine, mais cette femme a apporté un arbre généalogique très détaillé. Selon son affirmation, elle serait la fille de la petite-fille du frère de ton arrière-grand-père, Henri Beaumont. » Laurent intervint. « Bernard, mon arrière-arrière-grand-père n'avait pas de frère nommé Henri. L'arbre généalogique est très clair. Il n'y avait que Maurice Beaumont, le grand-père de maman. » Bernard ouvrit le dossier. « C'est là que le problème commence, Laurent. Cette femme prétend que Henri Beaumont a été exclu de la famille suite à un scandale en 1920, envoyé dans une autre ville, et qu'il s'y est marié et a eu des enfants. Et elle a apporté des documents pour soutenir cette affirmation. » Documents? J'avais vu des milliers de documents dans ma vie. Je savais distinguer les faux documents des vrais. Mais à ce moment, j'étais sous le choc. Je ne pouvais pas penser. « Quel genre de documents ?» demandai-je. Bernard montra les documents un par un. Un acte de naissance de 1920, Henri Beaumont, né à Bordeaux, enregistré comme frère de Maurice Beaumont. Un certificat de mariage de 1922, Henri Beaumont marié à Margot Dubois, à Lyon. Un acte de naissance de 1925, le fils d'Henri et Margot, Pierre Beaumont. Et puis un arbre généalogique complet de Pierre jusqu'à Céline. Chaque génération, chaque mariage, chaque naissance documentée. « Et tout cela est faux ?» dis-je. Ma voix était froide. La professeure de droit Madeleine était entrée en action. « Peut-être, » dit Bernard, « mais ce sont de très bons faux. Documents officiels, cachets d'État, signatures de notaire. Je dois faire vérifier cela. » « Et que veut cette femme ?» La voix de Laurent était dure, il était en colère. Bernard resta silencieux un moment, puis il dit « Des droits à l'héritage. Céline Moreau prétend descendre de la lignée masculine unique de la famille Beaumont, et selon les anciennes lois françaises sur les successions, la lignée masculine prime sur la lignée féminine. » « Ces lois ont été abolies dans les années 1970, criai-je. « Oui, mais l'avocat de cette femme présente un argument très intelligent. Si Henri Beaumont existait vraiment et a été injustement exclu de la famille en 1920, alors les droits de sa lignée doivent être restaurés, et c'est un droit rétroactif. » Le silence tomba dans la pièce. Laurent et moi, nous nous regardâmes. Était-ce possible ? 100 ans plus tard, une parente qui apparaît exigeait le château de 150 ans de notre famille, la fortune laissée par mon père, tout ? « Bernard, dis-je lentement, as-tu rencontré cette femme ? » « Oui, une femme très polie, très préparée. Elle est venue avec son avocat, maître Rousseau de Toulouse, un célèbre avocat en succession. Elle avait une réponse à chaque question, chaque document était en ordre. Alors, que faisons-nous maintenant ? Bernard me regarda. Il y avait de l'inquiétude dans ses yeux, mais aussi autre chose, confiance en moi. « Madeleine, tu as enseigné le droit successoral pendant 40 ans. Tu connais cette affaire mieux que moi.
Tu dois réfuter les affirmations de cette femme une par une, parce que si nous allons au tribunal et que le juge décide que les documents sont authentiques, tu perds tout. » Ce jour-là, en sortant du cabinet de Bernard, le soleil se couchait, les rues de Bordeaux étaient teintées d'orange. Laurent marchait silencieusement à mes côtés. Nous nous sommes assis sur un banc, place de la Bourse, devant ce fameux miroir d'eau. « Maman, » dit Laurent, « cela ne peut pas être vrai. Grand-père disait toujours que Maurice Beaumont était fils unique, qu'il n'avait pas de frère. » « Je sais, Laurent, mais cette femme est très bien préparée. Elle a apporté des documents vieux de 100 ans. Quelqu'un l'a très bien coachée. Que penses-tu, maman, en tant que professeur de droit, y a-t-il une chance que ces documents soient authentiques ?» Je pris une profonde respiration. Chaque document peut être faux, Laurent, mais une contrefaçon très bien faite peut être indiscernable de l'authentique. Cette femme est soit vraiment notre parente éloignée, ce qui est impossible, soit une escroc très professionnelle. Alors que faisons-nous ? À ce moment, je pris une décision. Nous allons nous battre, Laurent. J'ai enseigné ces lois pendant 40 ans. J'ai examiné des milliers de cas. Maintenant, c'est le moment de défendre ma propre vie. Et je le jure, qui que soit cette femme, je protégerai ma famille d'elle. J'étais en colère et mes paroles étaient tranchantes comme un couteau. Qu'auriez-vous fait à ma place ? Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai regardé la photo de Jean-Pierre. « Mon amour, dis-je doucement, si seulement tu étais là, tu me dirais quoi faire. Mais je vais le faire. Je vais protéger ta mémoire et celle de nos enfants. Je vais protéger tout ce qui s'est accumulé dans cette famille depuis 150 ans. » Le lendemain matin, je me suis mise au travail. Même si j'étais à la retraite de l'université, j'avais toujours accès aux bibliothèques. Je suis allée aux archives de l'État de Bordeaux. J'ai commencé à examiner les registres de naissance des années 1920. Pendant des jours, des semaines, j'ai feuilleté les registres. Je suis restée sans sommeil. J'ai fait des recherches à la maison. Je me concentrais sur une seule chose. Je devais trouver quelque chose. J'ai cherché chaque nom Beaumont, vérifié chaque acte de naissance. Et finalement, j'ai trouvé ceci. Il y avait un Henri Beaumont, né en 1920. Mais il était d'une autre famille, d'une autre région. La similitude des noms n'était qu'une coïncidence. Je me sentis soulagée, et cela me donna un peu de force. J'ai réexaminé l'acte de naissance apporté par Céline Moreau. Le papier était vieux, mais trop vieux, comme s'il avait été artificiellement vieilli. L'encre n'était pas l'encre des années 1920. Une analyse chimique était nécessaire, mais on pouvait le voir à l'œil nu. J'avais un ami, un criminologue à la retraite, expert en faux documents. Docteur Philippe Arnaud. Je l'ai appelé, expliqué la situation. « Madeleine, dit-il, apporte-moi les documents. Examinons-les. » Philippe examina les photocopies des documents apportés par Céline. Lumière UV, test chimique, analyse du papier. Et 2 semaines plus tard, il me donna son rapport. « Madeleine, ces documents sont faux. De très bons faux, professionnels. Mais ils ont été produits dans les années 2020, pas en 1920. Le papier est moderne, l'encre est moderne. Seule l'apparence a été vieillie. » Ma main trembla en entamant le rapport. « Tu en es sûr, Philippe ? » 100% sûr. Je peux témoigner au tribunal. La première bonne nouvelle. La première preuve. Mais ce n'était pas suffisant, parce que Céline Moreau n'était pas venue seulement avec des documents papier. Je devais faire des recherches plus profondies. 3 semaines plus tard, Bernard m'appela à nouveau. « Madeleine, Céline Moreau est revenue, et cette fois, elle a apporté un résultat de test ADN. » Mon cœur s'arrêta. « Quoi ? Un test ADN, un test de parenté entre son ADN et le tien. Et le résultat est positif. 12,5% de partage d'ADN. C'est un niveau de cousin éloigné. » Le monde s'écroula sur moi. Les tests ADN ne mentent pas. L'ADN, c'est une science exacte. Bernard, comment est-ce possible ? Je ne sais pas, Madeleine, mais maintenant, la situation est très sérieuse. Cette femme n'a pas seulement apporté des documents papier, elle a apporté une preuve génétique. J'ai appelé Laurent, j'ai appelé Sophie. Ce soir-là, nous nous sommes tous réunis à la maison. Mes enfants étaient sous le choc, j'étais très inquiète aussi. « Maman, peut-être avons-nous vraiment un parent ?» dit Sophie. « Peut-être grand-père ne le savait pas, peut-être était-ce un secret de famille ?» « Non, dis-je fermement. Papa aurait tout su, il avait recherché l'histoire familiale, il connaissait tous les parents. Cette femme est une escroc, mais une escroc très intelligente. »« Mais comment expliques-tu le test ADN, maman ?» La voix de Laurent était inquiète. « Je ne sais pas, dis-je honnêtement, mais il doit y avoir un moyen. Les tests ADN peuvent-ils être manipulés ? Peut-on produire de faux résultats ? Je dois faire des recherches. »
Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Jusqu'au matin, j'ai fait des recherches sur Internet, dans des articles académiques, sur la fiabilité des tests ADN. Et j'ai appris que oui, les tests ADN peuvent être manipulés. Les échantillons peuvent être échangés, les résultats modifiés avec Photoshop. Mais prouver cela était difficile, parce que Céline avait apporté un test officiel fait par un laboratoire reconnu. Elle était très intelligente, mais je devais résoudre cela. Dites-moi, que devais-je faire? Devais-je abandonner, selon vous? Un soir, assise dans mon salon, face à la cheminée, j'ai remarqué quelque chose. La grande photo de famille accrochée au mur, prise en 1995, toute la famille réunie. Ma mère, mon père, moi, Jean-Pierre, les enfants, tous. Et à ce moment, une idée me vint. Si Céline était vraiment notre parente, quelqu'un dans la famille devrait lui ressembler. Il devrait y avoir des similitudes génétiques. J'ai examiné les vieilles photos de famille, des centaines de photos, 4 générations, et aucun visage ne ressemblait à Céline. Mais j'ai remarqué quelque chose. Ma mère avait une cousine éloignée, Marie-Claire. Elle ne ressemblait pas non plus, mais sa couleur de cheveux, sa couleur d'yeux était comme celle de Céline. Et Marie-Claire était décédée il y a 10 ans. Un doute s'éveilla en moi. Céline aurait-elle utilisé l'ADN de Marie-Claire? Aurait-elle pris l'ADN d'un parent décédé et fait son test avec? Mais comment prouver cela? Puis un matin, j'ai trouvé une étrange enveloppe dans ma boîte aux lettres. À l'intérieur, il y avait une petite note écrite à l'ordinateur, non signée. Madame Beaumont, Céline Moreau n'est pas seule. Elle fait partie d'une organisation, soyez prudente. Je veux vous aider, mais je ne peux pas donner mon nom. Demain à 15h, en entrée nord du jardin public, sur le banc bleu, j'y serai. Venez seule. Tenant le papier dans mes mains, des centaines de questions traversaient mon esprit. Qui était-ce? Pourquoi voulait-on m'aider? Était-ce un piège? Mais ce sentiment en moi, cet instinct d'avocate de 40 ans me disait « Va, cela pourrait être la clé pour gagner ta bataille. » Laurent me dit « N'y va pas, maman, c'est dangereux. » Mais j'étais déterminée. Parce que maintenant je comprenais, ce n'était pas seulement une dispute d'héritage, c'était une opération d'escroquerie professionnelle, et je devais les arrêter. Rester assise à attendre ne me ressemblait pas. Le lendemain, à 14h45, j'étais à l'entrée de jardin public. Fin avril, le parc était rempli de fleurs, lilas, tulipes, jacinthes. Les enfants couraient, les mères poussaient des landaux. Quelle scène normale c'était, mais je me sentais comme dans un film policier. Le banc bleu, à l'entrée nord, sous un énorme chêne. Je marchais vers lui, m'assis, attendis. Mon cœur battait si vite que j'avais du mal à respirer. J'avais prévenu Laurent. « Si je ne t'appelle pas dans 1 heure, appelle la police », avais-je dit. Cela semblait exagéré, mais mon anxiété était réelle. Il avait dit « Je viens avec toi, maman, ça ne peut pas être comme ça. » Non, avais-je dit. 15h. Personne ne vint. 15h05. Toujours personne. Peut-être était-ce un jeu, peut-être quelqu'un me testait. Puis, à 15h10, une vieille femme s'approcha. 75-80 ans, cheveux blancs courts, marchant d'un pas tremblant. Elle vint en s'appuyant sur sa canne, s'assit à côté de moi. Elle ne me regarda même pas, regardait juste les oiseaux. Elle avait un sac de miettes de pain dans la main, les jetait aux pigeons. « Madame Beaumont, » dit-elle doucement, sans toujours me regarder. « Je suis ici pour vous avertir. Mais cette conversation n'a jamais eu lieu. D'accord ?» Je restais figée. « C'est vous qui avez écrit la lettre ?»« Oui. Mon nom est Marguerite. Et il y a 6 mois, Céline Moreau m'a aussi escroquée. Exactement ce qui vous arrive m'est arrivé. Mais j'ai perdu. Vous, ne perdez pas. » Ma main trembla. Vous aussi? Marguerite se tourna et me regarda. Dans ses yeux, il y avait une profonde douleur, mais aussi de la détermination. Oui, madame, je suis Marguerite Fontaine. Il y a 2 ans, mon mari est décédé. Nous avions une belle maison à Lyon, des économies, et 6 mois plus tard, une femme est apparue, prétendant être ma nièce éloignée. Elle ne s'appelait pas Céline, mais le jeu était le même. Faux documents, faux test ADN, et finalement le tribunal.
J'ai perdu, madame. J'ai perdu ma maison, je n'ai plus d'argent, maintenant je vis avec mon fils à Bordeaux. Mes yeux se remplirent de larmes. Comme c'est horrible. Mais ce qui est vraiment horrible, c'est ceci, madame Beaumont. Cette femme n'est pas seule. C'est un gang organisé. Partout en France, il cible les personnes âgées, particulièrement celles qui sont restées seules, qui ont un héritage. Fausses revendications de parenté, faussaires professionnels, faux tests ADN, tout est très bien planifié. Mais qu'a fait la police? N'avez-vous pas expliqué au tribunal? Marguerite sourit amèrement. J'ai expliqué, madame, mais je n'avais pas de preuves. Cette femme avait très bien préparé tous les documents. Le test ADN venait d'un vrai laboratoire. Le juge a dit « Cette femme semble vraiment être votre parente ». Et j'ai tout perdu. Alors pourquoi m'aidez-vous maintenant? Parce que ce gang doit être arrêté. Et vous avez un avantage, madame. Vous êtes professeur de droit. Vous pouvez vous battre beaucoup mieux que moi. Et peut-être que votre victoire apportera aussi ma justice. Marguerite sortit un papier de sa poche, me le tendit. Ceci est le nom d'un membre de ce gang. Il s'appelle Thomas Girard. C'est lui qui prépare les faux documents. Il tient une papeterie à Paris, apparemment innocent. Mais en fait, il y a là une collection de timbres et cachets originaux des années 1920. Il peut produire faussement tout type de documents officiels. Je pris le papier. Il y avait un nom, une adresse, un numéro de téléphone dessus. « Et ceci ?» dit Marguerite en tendant un autre papier. « C'est aussi le nom du laboratoire ADN, l'endroit utilisé par Céline. Le propriétaire du laboratoire est Dr Alain Mercier. C'est un laboratoire officiel. Mais Alain fait tout pour de l'argent. Il organise de faux tests ADN, manipule les résultats. » Tenant les deux papiers dans ma main, ma tête tournait. « Marguerite, comment avez-vous obtenu ces informations ?» J'ai engagé un détective privé. Toutes mes économies sont parties, mais au moins j'ai appris la vérité. Mais je n'ai pas pu l'utiliser au tribunal, parce que mon détective avait obtenu des informations par des moyens illégaux. Les preuves illégales ne sont pas acceptées. Mais pour vous, c'est différent. Vous pouvez enquêter par des moyens légaux. Marguerite se leva, s'appuyant sur sa canne. « Soyez prudente, madame Beaumont. Ces gens sont dangereux. Ils ne se battent pas seulement pour l'argent, mais pour tout. Et n'oubliez pas, si vous perdez au tribunal, vous perdez non seulement votre propriété, mais aussi le nom de votre famille, votre honneur. »« Marguerite, attendez, dis-je. Puis-je vous revoir? Peut-être témoignerez-vous au tribunal? » ?»« Non, madame. Je suis trop vieille, trop fatiguée. Je n'aurais même pas dû avoir cette conversation avec vous. Mais ma conscience n'était pas tranquille. Maintenant, je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas, restez forte. » Marguerite s'éloigna lentement. Je restais là, sur le banc, les deux papiers dans mes mains, la tête confuse. Le monde autour de moi tournait. Les rires des enfants, le gazouillis des oiseaux, le bruissement du vent. Mais je pensais seulement, c'est un gang, des escrocs professionnels. Et Céline Moreau n'est qu'une actrice. Mais la vraie question était, comment allais-je arrêter cela? Que devais-je faire? Ce soir-là, en rentrant chez moi, Laurent et Sophie m'attendaient. Je leur ai tout raconté. Marguerite, le gang, le fabricant de faux documents, le laboratoire ADN. Laurent était furieux, Sophie était choquée. « Maman, nous devons signaler cela à la police, immédiatement, » dit Laurent. « Non, » dis-je. Ma voix était froide et déterminée. « Pas encore, parce que nous n'avons pas de preuves concrètes. Les paroles de Marguerite ne sont que des allégations. Ces papiers ne sont que des noms. Si nous allons à la police, ils diront « La vieille dame fait de la paranoïa ». Alors, que faisons-nous? La voix de Sophie tremblait. Nous allons mener notre propre enquête. J'ai enseigné le droit pendant 40 ans. J'ai examiné des centaines de cas. Maintenant, je vais gérer mon propre cas moi-même. Et je vais frapper ce gang avec leurs propres armes. Sophie et Laurent réfléchissaient et ne savaient pas quoi faire. Cette nuit-là, je me suis assise à ma table. J'ai fait un plan. Dans 2 mois, il y aurait l'audience du tribunal. J'avais 2 mois pour exposer les mensonges de Céline Moreau. Le plan était le suivant. Étape 1. Prouver les faux documents. J'avais le rapport de Philippe Armaud. Les documents étaient faux. Mais j'avais besoin de plus. J'allais enquêter sur Thomas Girard, visiter cette papeterie. Étape 2. Remettre en question le test ADN. J'allais enquêter sur Dr Alain Mercier et son laboratoire. J'allais examiner ses cas passés. Peut-être a-t-il déjà fait de faux tests. Peut-être y a-t-il des plaintes. Étape 3. Rechercher le passé de Céline Moreau. Qui était cette femme? D'où venait-elle? Quel était son vrai nom? J'allais engager un détective privé. Et le plus important, étape 4, tendre un piège. Si ces gens étaient professionnels, je serais professionnelle aussi. J'allais leur tendre un piège, leur faire commettre une erreur. Et cette erreur serait leur fin. Le lendemain matin, je me suis mise au travail. D'abord, j'ai recherché Thomas Girard.
sur Internet, sur les réseaux sociaux, partout. Je l'ai trouvé. Il tenait une petite papeterie dans le quartier du Marais à Paris. Antique IP et papeterie Girard. Le site web semblait très innocent. Livres anciens, cartes postales vintage, timbres antiques. Mais quelque chose attira mon attention. Un des avis clients. Girard est une excellente ressource pour trouver des documents rares. Il peut trouver n'importe quel document historique dont vous avez besoin. Un autre avis. Je cherchais un acte de naissance des années 1920. Girard a trouvé en 2 semaines. Service magnifique. Acte de naissance des années 1920 ? Demande très spécifique et très suspect. Je devais aller à Paris. Je dis à Laurent, viens avec moi. Nous deux, nous allons aller à la boutique de Girard, mais comme des clients ordinaires. Nous sommes allés à Paris. Le Marais, un des quartiers les plus charmants de Paris, rue étroite, bâtiment en pierre, petite boutique. La boutique de Girard était sur la rue des Rosiers, dans un vieux bâtiment de 2 étages. Nous sommes entrés. La boutique était petite mais pleine. Des étagères pleines de vieux livres, affiches vintage, timbres antiques, vieilles photos. Derrière le comptoir, un homme d'une 50aine d'années était assis. Cheveux gris, lunettes, apparence savante. Thomas Girard. « Bonjour, dit-il. Comment puis-je vous aider ?»« Bonjour, dis-je. Je fais des recherches sur l'histoire de ma famille. Je cherche des documents des années 1920, des actes de naissance, des certificats de mariage. Est-il possible de les trouver ?» Les yeux de Girard brillèrent. « Bien sûr, madame. Je suis expert en la matière. Quelle ville, quelle date cherchez-vous ?»« Bordeaux, entre 1920 et 1925. » Dit Girard. Les archives de Bordeaux sont un peu confuses, mais je peux trouver. Mais ce genre de documents, ils sont très rares et chers. Je devenais de plus en plus surprise et curieuse de voir ce qu'il allait montrer. Le prix n'est pas important, dis-je, mais ils doivent être authentiques, vous comprenez ? Documents originaux, officiels. Girard sourit. C'était un étrange sourire, un sourire qui comprend tout mais ne dit rien. Madame, chaque document que je trouve est original, timbré officiellement, certifié par notaire. N'ayez aucune inquiétude. Alors, comment trouvez-vous ces documents ? Demanda Laurent. Secret commercial, dit Girard en riant légèrement. Mais disons que j'ai certaines connexions. J'ai accès à de vieilles archives. Pendant que nous discutions, je regardais vers l'arrière de la boutique. Il y avait une porte là, fermée, avec « Privé, entrée interdite » écrit dessus. Qu'y avait-il là ? L'atelier où les faux documents étaient produits ? Alors, dis-je, je peux vous donner une liste de ce que je cherche. Si vous trouvez, combien de temps cela prendra ? 2-3 semaines, dit Girard, et un paiement d'avance est nécessaire, 5 000 €. 5 000 €? Avec ce montant, il pouvait escroquer une famille moyenne. Mais je tendais un piège. D'accord, dis-je, je vous enverrai la liste. Mais il y a une condition. Vous devez garantir l'authenticité des documents, parce que je vais les utiliser au tribunal. Le visage de Girard changea un instant. Une hésitation, une anxiété apparut. Au tribunal ? Oui, une affaire de succession, une affaire importante. Je vois, dit Girard lentement. Alors, puis-je demander de quel côté les documents serviront ? C'était une question étrange. Pourquoi demandait-il à qui les documents serviraient ? Ils me serviront, dis-je, en ma faveur. Girard réfléchit. Puis, d'accord, madame, envoyez la liste, je verrai, dit-il. En sortant de la boutique, Laurent me dit « Maman, cet homme est certainement un faussaire, mais comment allons-nous le prouver ?» Simple, dis-je, je vais lui envoyer une liste piège. Je vais demander un document impossible, l'acte de naissance d'une personne qui n'existe pas. S'il le trouve, cela signifie qu'il produit de faux documents. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, mon téléphone sonna. C'était Bernard. « Madeleine, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. » Sa voix sonnait tendue. « Qu'est-ce qui s'est passé, Bernard ?» L'avocat de Céline Moreau a soumis une nouvelle requête au tribunal. Et cette fois, ils remettent en question le testament de ton père. Que veux-tu dire ? Ils prétendent que si Henri Beaumont a été injustement exclu de la famille en 1920, alors le testament de ton père est invalide. Parce que le testament ne mentionne que les descendants de Maurice Beaumont. Mais la lignée d'Henri a été oubliée. « C'est absurde !» criai-je. « Henri n'existe pas, je l'ai prouvé. »« Oui, mais Madeleine, tu dois le prouver au tribunal. Et l'audience est dans 6 semaines. Tu dois être prête. » Je raccrochai. Mes mains tremblaient. Ces gens ne voulaient pas seulement ma propriété, ils essayaient de réécrire le testament de mon père, toute l'histoire de la famille.
Laurent me dit « Maman, calme-toi ». Mais je ne pouvais pas me calmer, parce que maintenant je comprenais. C'était une guerre. Et si je perdais, ce n'était pas seulement mon argent, mais ma famille, mon nom, mon honneur qui disparaîtrait. Cette nuit-là, à Paris, dans ma chambre d'hôtel, regardant la tour Eiffel par la fenêtre, je pris une décision. J'allais gagner cette guerre, coûte que coûte. Le lendemain matin, j'ai engagé un détective privé. Son nom était Julien Marchand, ancien policier, maintenant enquêteur privé. Je lui ai dit de rechercher tout le passé de Céline Moreau. Apprends tout, Julien. Quel est son vrai nom? D'où vient-elle? Qui a-t-elle escroqué avant? Qui est cette femme? Julien me donna son rapport 10 jours plus tard. Et le rapport était choquant. Le vrai nom de Céline Moreau était Isabelle Lacroix, 42 ans, née en Belgique. Son passé était rempli de pages sales. 2010, 2 ans de prison en Belgique pour avoir escroqué un vieil homme. 2015, venue en France, changé de nom, devenue Céline Moreau. 2018, escroqué Marguerite Fontaine à Lyon, avec succès. 2020, tenté d'escroquer une autre famille à Lille, pas attrapé. 2024, maintenant, moi. Dans le rapport de Julien, il y avait des photos. Les anciennes cartes d'identité d'Isabelle Céline, dossier de police, registre judiciaire. Madeleine, dit Julien, cette femme est une escroc professionnelle. Et il y a un gang derrière elle. Au moins 5-6 personnes travaillent ensemble. Le fabricant de faux documents, le propriétaire du laboratoire, l'avocat et Céline. L'avocat aussi fait partie du gang? Oui, Maître Rousseau, de Toulouse. Il a aussi été impliqué dans plusieurs affaires suspectes. Il navigue à la limite légale, mais n'a pas encore été attrapé. Tenant le rapport dans mes mains, un feu brûla en moi. Maintenant tout était clair. Ces gens ciblaient systématiquement les personnes âgées. Les familles restaient seules. Et en France, il devait y avoir des centaines de victimes. Ils allaient tous les escroquer jusqu'à ce qu'ils soient attrapés. Mais moi, j'allais briser cette chaîne. J'allais les arrêter. Il n'y avait pas d'autre solution. De retour à Bordeaux, j'ai envoyé ma liste piège à Thomas Girard. La liste contenait acte de naissance d'Henri Beaumont de 1920, personne inexistante, certificat de mariage d'Henri de 1922, mariage inexistant, et un extra, acte de naissance de quelqu'un nommé Auguste Beaumont de 1915, un nom complètement inventé. Si Girard trouvait ces documents, cela signifiait qu'il produisait des faux. 2 semaines plus tard, Girard m'envoya un email. « Madame Beaumont, j'ai trouvé vos documents, tout est prêt. Je peux vous les envoyer pour 15 000 €. Je l'avais attrapé. Mais je ne me suis pas précipitée. Parce qu'attraper seulement Girard ne suffirait pas. Je devais attraper tout le gang, tous ensemble. Je fis un plan. Le gang allait faire son prochain mouvement, probablement bientôt, avant le tribunal. Une dernière choc, une dernière preuve qu'ils apporteraient. Et moi, à ce moment, je serais prête. Et effectivement, 3 semaines plus tard, Bernard m'appela. « Madeleine, Céline Moreau amène un témoin. Un vieil homme de Lyon, 85 ans. Il s'appelle Georges Lefebvre. Et il prétend avoir connu Henri Beaumont. Ils étaient voisins à Lyon dans les années 1950. Les années 1950, il y a 74 ans, très longtemps. Et quelle fiabilité à la mémoire d'un homme de 85 ans. Puis-je rencontrer ce témoin ? Demandai-je. Tu le verras au tribunal. Mais Madeleine, c'est sérieux. Si cet homme dit vraiment qu'il connaissait Henri, le juge pourrait le croire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mon cerveau travaillait, faisait des plans. Qui est Georges Lefebvre? Un vrai témoin ou un autre acteur du gang? J'ai appelé Julien. Julien, recherche Georges Lefebvre, apprends tout sur lui. Julien donna son rapport 5 jours plus tard. Madeleine, Georges Lefebvre est une vraie personne. 85 ans, vit à Lyon, mais il a la maladie d'Alzheimer. Sa mémoire est très faible. Et ce qui est intéressant, il y a 2 mois, Céline Moreau lui a rendu visite plusieurs fois. Alzheimer, bien sûr. Ils avaient manipulé un vieil homme avec une mémoire faible. Ils lui avaient implanté de faux souvenirs, en répétant des questions comme « Oui, Georges, te souviens-tu? Dans les années 1950, tu avais un voisin, Henri, qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Maintenant, tout était très clair. Mais comment allais-je prouver cela au tribunal? Je devais l'apprendre. Que devais-je faire? Qu'auriez-vous fait à ma place? J'attends vos commentaires. Et puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Samedi matin, pendant que je prenais mon petit déjeuner, on frappa à ma porte. Quand j'ouvris la porte, une jeune femme se tenait là. Dans la trentaine, cheveux noirs, une femme élégante, mais ses yeux étaient remplis de peur. « Madame Beaumont ?» dit-elle en tremblant. « Oui, c'est moi, vous êtes. » Mon nom est Émilie, et je suis l'ancienne assistante de Céline Moreau. Je dois vous parler. J'ai fait entrer Émilie. Elle entra dans le salon en tremblant, s'assit sur le canapé. Elle avait joint ses mains, ses ongles semblaient rongés. Il y avait de la peur dans ses yeux, mais aussi de la détermination de quelqu'un qui a pris la décision de parler. « Madame Beaumont, dit-elle, sa voix se brisa, les larmes commencèrent à couler. J'ai fait quelque chose de terrible, et maintenant je ne peux plus vivre avec ça. » Je lui donnai un verre d'eau.
Calme-toi, Émilie. Dis ce que tu veux dire. Tu es en sécurité ici. Émilie Bulot prit une profonde respiration. J'ai travaillé pour Céline pendant 3 ans. À l'époque, je ne savais pas que son nom était Isabelle. Elle s'est présentée à moi comme Céline Moreau. Elle a dit qu'elle travaillait dans une société de conseil en recherche familiale à Toulouse. Elle prétendait aider les gens à rechercher leurs arbres généalogiques. J'étais une jeune diplômée. Je comprenais le droit, je ne trouvais pas de travail. Elle m'a offert un emploi, 3 000 € par mois, un bon salaire. « Quel travail faisais-tu » demandai-je. Au début, des choses innocentes. Je faisais des recherches dans les archives, je trouvais de vieux actes de naissance, je dessinais des arbres généalogiques. Mais 6 mois plus tard, j'ai réalisé que certains documents étaient faux. Ils venaient de Thomas Girard. Céline me disait « Ce sont des documents originaux de la collection privée de Thomas. » Mais j'avais étudié le droit, j'ai remarqué les incohérences dans les documents. « Alors pourquoi as-tu continué » Émilie baissa la tête, honteuse. « Parce que j'avais peur. Un jour, Céline m'a menacée. « Si tu parles, je t'implique aussi dans le crime », a-t-elle dit. « Ta signature est aussi sur ces documents. » Elle avait raison. J'avais certifié certains documents, aidé dans les procédures de certification notariale. J'étais devenue complice d'un crime sans le savoir. Laurent s'était assis à côté de moi, écoutant silencieusement. « Alors pourquoi es-tu venue maintenant » demanda-t-il. Émilie nous regarda. Dans ses yeux maintenant, il n'y avait pas seulement des larmes, mais du remords. « Parce que vous n'êtes pas comme Marguerite. Marguerite était seule, sans défense, âgée. Mais vous avez une famille, des enfants. J'ai vu votre histoire aux nouvelles. Professeur de droit à la retraite face à un procès d'héritage. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Parce que j'ai pensé que si vous perdiez tout comme Marguerite, ce serait ma faute. Je ne peux pas permettre cela. » À ce moment, mon cœur se réchauffa. Cette jeune femme était venue ici en prenant son propre risque. « Émilie, » dis-je lentement, « tu fais quelque chose de très courageux. Et je te promets, je vais te protéger. Mais tu dois tout me dire. Chaque détail. » Émilie hocha la tête et commença à raconter. Maintenant, je commençais lentement à me sentir forte face au procès. « Le gang est composé de 5 personnes, » dit Émilie. « Céline, c'est-à-dire Isabelle, est la chef. Elle choisit les cibles. Elle recherche les riches personnes âgées, les familles restées seules. Elle cible particulièrement les sans-enfants ou ceux dont les enfants sont loin. Le deuxième est Thomas Girard. Il produit les faux documents. Dans sa boutique à Paris, il a des timbres originaux, des cachets des années 1920. Il peut produire n'importe quel document. Acte de naissance, certificat de mariage, acte de décès. Tout semble parfait. Le troisième est Dr Alain Mercier, le propriétaire du laboratoire ADN. Il manipule les tests. Savez-vous comment il fait ? C'est très simple mais très intelligent. « Comment » demandai-je. Je retenais mon souffle. C'était la partie qui m'intéressait le plus. Céline obtient l'ADN de la personne cible à l'avance. Par exemple, dans votre cas, elle a dit obtenir l'ADN d'un de vos proches, peut-être de votre poubelle, peut-être d'un verre que vous avez utilisé dans un café, peut-être un cheveu du coiffeur. Ensuite, au laboratoire, elle fait tester cet ADN au lieu du sien. Ainsi, le résultat montre vraiment une parenté. Parce que le test est réel, mais les échantillons ont été échangés. Je restais figée. Donc mon ADN n'a pas été testé ? L'ADN de quelqu'un d'autre a été testé ? Oui, probablement un de vos parents éloignés. Peut-être quelqu'un qui est décédé avant, quelqu'un dont il pouvait accéder au dossier. Marie-Claire, la cousine éloignée de ma mère, décédée il y a 10 ans. Son ADN pouvait encore être dans les dossiers. Dossier hospitalier, ancien test. Céline l'avait pris, l'avait présenté comme le sien. Le quatrième est Maître Rousseau, l'avocat. Il gère les procédures légales. C'est un homme très intelligent. Il navigue à la limite, mais ne viole jamais complètement la loi. Il fait tout paraître légal. Le cinquième, Émilie hésita. Sa voix trembla. Le cinquième, ce sont les faux témoins, comme Georges Lefebvre. Ce sont des personnes âgées. Leur mémoire est faible. Céline les manipule. Elle leur raconte encore et encore la même histoire. Finalement, ces personnes âgées pensent vraiment qu'elles se souviennent. Laurent se leva avec colère. « C'est dégoûtant. Comment ces gens savent-ils utiliser les personnes âgées comme ça ?» « Je pensais la même chose, » dit Émilie. « Chaque jour, je me dégoûtais. Mais la peur était plus forte que la conscience. Jusqu'à ce que je vous voie. » Je la regardais. « Émilie, vas-tu témoigner au tribunal ? Vas-tu tout raconter au juge ?» Émilie trembla. « Si je témoigne, Céline me détruira. Accusations, menaces, peut-être même des dommages physiques. Ces gens sont très dangereux, Madame Beaumont. Je sais, Émilie, mais nous allons te protéger.
Nous te trouverons un avocat, nous te mettrons sous protection. Et je le jure, si tu m'aides, je t'aiderai aussi. Je ferai tout mon possible pour corriger les erreurs de ton passé. Nous devions gagner ce procès, et ils devaient trouver leur juste place. Émilie réfléchit longtemps, puis elle leva la tête. Une détermination brillait dans ses yeux. D'accord, je vais témoigner, mais à une condition. Ce gang doit être arrêté, pas seulement pour vous, mais pour les futures victimes aussi. À ce moment, je pris sa main. Je te promets, Émilie, ce gang, je serai la dernière victime de ce système. Après la confession d'Émilie, Laurent, Sophie et moi avons eu une réunion d'urgence. Maintenant, nous avions tout. Le rapport de Philippe Arnaud, les documents sont faux. La recherche de Julien, la vraie identité de Céline. Le témoignage d'Émilie, la structure interne du gang. Thomas Girard tombé dans le piège, preuve de production de faux documents. Mais il y avait encore un problème. Au tribunal, comment allions-nous présenter tout cela? Parce que l'avocat de Céline était très intelligent, il allait essayer de tout réfuter. Nous avons fait un plan, et ce plan était un peu risqué, un peu audacieux. Le plan était le suivant. Le jour du tribunal, nous allions faire en sorte que Céline se sente en sécurité. D'abord, nous allions écouter ses témoins, Georges Lefebvre, peut-être d'autres. Ensuite, au dernier moment, nous allions présenter toutes nos preuves, comme une bombe, à un moment inattendu. Mais cela nécessitait un timing parfait. Il restait une semaine avant le tribunal. Pendant cette semaine, j'ai fait les derniers préparatifs. J'ai écrit à Thomas Girard. Je viens chercher les documents. 15 000 € prêts. J'ai pris rendez-vous. Mais cette fois, j'aurai la police avec moi, secrètement, parce que la production de faux documents devait être prise en flagrant délit. Le jour du rendez-vous, je suis allée à Paris. Je suis entrée dans la boutique de Girard. « Bonjour Thomas, les documents sont prêts ?» dis-je. Girard sourit. « Bien sûr, madame, tout est ici, dans l'enveloppe. De 1920, 1922, 1915. Timbrés originaux, certifiés par notaire. » Je pris l'enveloppe. Je regardais à l'intérieur. Faux documents, parfaitement fait. « Parfait, dis-je. Voici votre argent. » Je donnai l'argent. Pendant que Girard comptait l'argent, la police entra de l'extérieur. « Thomas Girard, vous êtes en état d'arrestation pour production de faux documents. » Le visage de Girard devint blanc comme un linge. Il essaya de fuir, mais la police l'attrapa. Ils fouillèrent l'arrière de la boutique, et tout y était. Timbres, cachets, vieux papiers, des centaines de faux documents. J'avais deviné. Premier coup réussi. Le même jour, le laboratoire du docteur Alain Mercier fut aussi perquisitionné. Les inspecteurs du ministère de la Santé VAR examinèrent les dossiers. Faux tests, résultats manipulés. Tout fut fuvelé. La licence de Mercier fut suspendue. Deuxième coup réussi. Ce soir-là, Bernard m'appela. Sa voix était excitée. « Madeleine, as-tu entendu? Girard et Mercier ont été attrapés. Les nouvelles sont partout. » « Oui, Bernard, j'ai entendu. » Ma voix était calme, mais il y avait un sentiment de victoire en moi. « Alors, le tribunal? Le tribunal va-t-il continuer? » Bien sûr qu'il va continuer, parce que je veux me tenir exactement en face de Céline Moreau. Devant le juge, je veux réfuter chacun de ses mensonges, un par un. Bernard était choqué, mais il était aussi heureux. Pensez-vous que je pouvais gagner le tribunal? J'attends vos commentaires. Cette nuit-là, quand je me suis retrouvée seule, je me suis assise devant la photo de Jean-Pierre. Notre vieille photo de mariage, 1982. Nous deux jeunes, heureux, regardant l'avenir avec espoir. Un verre de vin dans la main, des larmes coulant de mes yeux. « Mon amour, dis-je doucement, si seulement tu étais ici, si nous menions cette bataille ensemble. Mais je sais, tu me regardes du ciel maintenant, et je sais, tu me regardes avec fierté. » Depuis que j'avais perdu Jean-Pierre, la vie me semblait parfois sans sens. Le matin, je me réveillais, je réalisais qu'il n'était pas à mes côtés, mon cœur se vidait. Mais maintenant, au milieu de cette lutte, j'avais retrouvé un but. Je me battais non seulement pour moi, mais pour toutes les Marguerites, toutes les Émilie, toutes les victimes. Et j'ai compris que peut-être Jean-Pierre était parti pour me préparer à cette lutte. Peut-être que je devais apprendre à me tenir debout seule, à me battre. Cette nuit-là, j'ai vu Jean-Pierre dans mon rêve. Il me souriait. « Madeleine, tu as toujours été forte. Maintenant, le moment est venu. Montre-les au monde, » dit-il. Quand je me suis réveillée le matin, j'avais un sourire sur le visage. J'étais prête pour le tribunal. Maintenant, ici, je dois m'arrêter un moment, parce que je veux vous dire quelque chose de très important. Si vous m'avez écouté jusqu'à présent, vous aurez compris que cette histoire n'est pas seulement une affaire d'héritage. C'est une opération d'escroquerie systématique, et cette opération continue en ce moment,
aujourd'hui, partout en France, même partout dans le monde. Peut-être dans votre famille, peut-être chez votre voisin, peut-être chez une connaissance, quelque chose de similaire se passe. Quelqu'un apparaît, dit « Je suis votre parent éloigné », il apporte des documents, montre des tests ADN, et vous, personne bien intentionnée, vous le croyez. S'il vous plaît, soyez prudent. Les personnes âgées en particulier, les personnes seules sont ciblées. Si vous regardez cette vidéo et qu'il y a un parent âgé, une grand-mère, un grand-père dans votre famille, protégez-les. Recherchez les parents suspects. Remettez en question chaque document. Vérifiez chaque test ADN. C'est pourquoi je vous demande, aimez cette vidéo. Parce que plus l'algorithme touche de personnes, plus nous alertons de familles. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de Madeleine, car je continuerai à partager ce genre d'histoires vraies et bouleversantes. Peut-être qu'un jour ce sera votre histoire, et peut-être que mon histoire vous guidera. Et dans les commentaires, s'il vous plaît, écrivez « Vous ou quelqu'un que vous connaissez a-t-il vécu quelque chose de similaire ? Y a-t-il quelqu'un dans votre vie dont vous soupçonnez l'escroquerie ? Partageons ces expériences entre nous, soutenons-nous mutuellement, parce qu'ensemble, nous sommes forts contre ces escroqueries. Maintenant, arrivons à la partie la plus importante de mon histoire, le jour du tribunal. Le jour du tribunal, 15 juin 2024, lundi matin. Le palais de justice de Bordeaux, ce magnifique bâtiment néoclassique, avec ses colonnes, ses escaliers en marbre. Combien de fois y étais-je entrée, pour des cours avec des étudiants, pour les procès d'amis. Mais cette fois, j'étais la défendesse. C'était ma vie, ma famille qui était en jeu. À 9 h, je suis arrivée au palais de justice avec Laurent et Sophie. Les médias étaient là, caméras, journalistes, parce que ce procès était devenu une nouvelle en France. Des titres avaient été faits. Professeur de droit à la retraite se bat contre une fausse revendication d'héritage. Mon avocate, maître Catherine Dubois, se tenait à mes côtés. Dans la cinquantaine, expérimentée, une femme dure. Je lui demandais « Catherine, tout Est prêt ? Prêt, Madeleine. Documents, témoins, preuves. Aujourd'hui, nous allons détruire Céline Moreau. Nous sommes entrés. La salle d'audience, avec ses hauts plafonds, ses lambris en bois, un lieu sérieux. Le pupitre du juge devant, le pupitre des témoins à droite, les rangées de spectateurs derrière. Tout était si formel, si froid. Et puis, j'ai vu Céline Moreau. C'était la première fois que nous nous rencontrions face à face. Elle était assise au milieu de la rangée, à côté de son avocat maître Rousseau. 42 ans, brune, taille moyenne, apparence ordinaire. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Un regard froid, calculateur, sans émotion. Elle me regarda, sourit légèrement, comme si elle disait « Je vais gagner ». Mais moi aussi je la regardais, sans jamais détourner les yeux. Et je ne souris pas. Parce qu'aujourd'hui, la vérité allait éclater. J'allais leur donner ce qu'ils méritaient. Le juge entra. « Tout le monde debout !» cria l'essier. Nous nous sommes levés. Le juge, dans la soixantaine, grave, sérieux. Juge Laurent Petit. Ses décisions étaient connues pour être justes, impartiales. « Asseyez-vous », dit le juge. Aujourd'hui, nous examinerons le procès d'héritage entre Madame Madeleine Beaumont et Madame Céline Moreau. La situation est la suivante. Céline Moreau prétend être une branche éloignée de la famille Beaumont et réclame des droits d'héritage. Madeleine Beaumont rejette ces affirmations. Maître Rousseau, commencez pour la plaignante. Rousseau se leva. Bel homme, confiant, très bien habillé. Son discours était fluide, impressionnant. Monsieur le juge, cette affaire est très simple. Il y a 100 ans, un homme nommé Henri Beaumont a été injustement exclu de sa famille. Il a été envoyé dans une autre ville et là il s'est marié, a eu des enfants. Ma cliente, Céline Moreau, est la fille de la petite fille d'Henri. Et elle réclame la part équitable de la famille. Nous avons tous les documents. Acte de naissance, certificat de mariage, test ADN. Tout peut être prouvé. Ensuite, Rousseau commença à présenter ses documents. Un par un, soigneusement, il montra tous les faux documents. Le juge examina les documents. Ces documents sont très anciens, dit le juge, des années 1920. Comment sont-ils si bien conservés ? Ils ont été conservés dans les archives familiales, monsieur le juge, dit Rousseau avec un sérieux mensonger. Ensuite, ce fut le tour de Georges Lefebvre. Il monta au pupitre des témoins. 85 ans, visage ridé, main tremblante. Il semblait pitoyable. Rousseau demanda « Monsieur Lefebvre, dans les années 1950 à Lyon, connaissez-vous quelqu'un nommé Henri Beaumont ?» Georges réfléchit. Ses yeux étaient flous. « Oui, je crois. Henri, c'était mon voisin, un vieil homme. Il s'occupait toujours de son jardin. » « Et vous a-t-il dit quelque chose sur sa famille ?»« Oui, je crois.
Il avait dit qu'il venait de Bordeaux, qu'il s'était brouillé avec sa famille, qu'il vivait séparé. Rousseau sourit. Merci, monsieur Lefebvre. Maintenant, c'était au tour de mon avocate, Catherine. Elle commença à poser des questions à Georges. Monsieur Lefebvre, votre mémoire est-elle bonne? Georges hésita. Parfois je confonds. Avez-vous la maladie d'Alzheimer? Georges resta silencieux. Puis, oui, légère, dit-il. Alors, Céline Moreau vous a-t-elle rendu visite ces derniers mois? Oui, elle est venue plusieurs fois. Une femme très gentille. Elle a parlé avec moi des vieux jours. Et elle vous a posé des questions sur Henri Beaumont? Les mêmes questions encore et encore? Georges fut confus. Peut-être? Je ne me souviens pas. Catherine se tourna vers le juge. Monsieur le juge, ce témoin a une mémoire manipulée. Les souvenirs d'un homme atteint d'Alzheimer d'il y a 74 ans ne sont pas fiables. Le juge hocha la tête. Notez. C'était notre tour. Catherine se leva. Monsieur le juge, maintenant la défense va présenter ses preuves. Et ces preuves vont montrer que toutes les affirmations de Céline Moreau sont des mensonges. D'abord, elle appela Philippe Arnaud comme témoin. Philippe monta au pupitre avec son rapport à la main. « Je suis un expert en documents, dit-il, et j'ai examiné les documents des années 1920 apportés par Céline Moreau. Résultat, ces documents sont faux. Ils sont écrits sur du papier moderne avec de l'encre moderne. Seul leur aspect a été vieilli. » Des murmures commencèrent dans la salle d'audience. Le visage de Céline changea. La panique apparut. Rousseau se leva d'un bond. « J'objecte. L'authenticité de ces documents ?» Le juge le fit taire. « Asseyez-vous, maître. Laissez le témoin continuer. » Philippe continua. « Nous avons fait des tests de laboratoire. La datation au carbone du papier montre les années 2020, pas les années 1920. » Deuxièmement, Julien Marchand monta au pupitre des témoins. Il avait le dossier de Céline dans la main. Le vrai nom de Céline Moreau est Isabelle Lacroix. Elle a été emprisonnée en Belgique en 2010 pour escroquerie. En 2018, elle a escroqué Marguerite. Fontaine à Lyon, c'est une criminelle professionnelle. Onde de choc dans la salle d'audience. Les journalistes prenaient frénétiquement des notes. Le visage de Céline devint blanc comme de la craie. Et puis, le coup final. Émilie Girard monta au pupitre des témoins. Émilie commença en tremblant. « J'ai été l'assistante de Céline Moreau. J'ai travaillé pour elle pendant 3 ans et je sais tout. Faux documents, tests ADN manipulés, faux témoins, tout était planifié. C'était une opération de gang. » Céline se leva d'un bond. « Elle ment, elle a été payée pour parler contre moi. » Le juge dit sèchement. « Asseyez-vous, Madame Moreau. » Émilie continua. Elle raconta chaque détail. La structure du gang, comment ils travaillaient, combien de personnes ils avaient escroquées. Elle parla pendant 30 minutes, et chaque mot enfonçait un clou de plus dans le cercueil de Céline. Finalement, le juge fit une pause. 15 minutes de pause. Ensuite, je rendrai ma décision. 15 minutes plus tard, le juge revint. Son visage était sérieux. « Dans cette affaire, dit-il lentement, des accusations très graves sont apparues. Faux documents, usurpation d'identité, escroquerie, les affirmations de Céline Moreau sont complètement fausses. Une personne nommée Henri Beaumont n'a jamais existé dans la famille Beaumont. Les documents sont faux, le test ADN a été manipulé, le témoin a été induit en erreur. » Je retenais mon souffle. Par conséquent, toutes les revendications de Céline Moreau sont rejetées. Madeleine Beaumont est la seule et unique héritière légitime de la famille Beaumont. De plus, Céline Moreau sera immédiatement arrêtée et le parquet ouvrira une enquête. À ce moment, la police arrêta Céline. Céline cria « Non, c'est injuste !» Mais la police l'emmena dehors. Moi, à ce moment, je serrais Laurent et Sophie dans mes bras. Nous avons pleuré. La bataille qui avait duré 6 mois était terminée, et nous avions gagné. Je me sentais si heureuse que cela valait mes nuits blanches. En sortant de la salle d'audience, le soleil était au zénith. Le soleil de juin illuminait les rues pavées de Bordeaux. Il faisait chaud. Mais pour moi, ce n'était pas seulement le soleil, c'était tout le monde qui brillait. C'était le moment où le cauchemar de 6 mois se terminait, où la justice triomphait. Debout sur les marches du palais de justice, les journalistes nous entourèrent. Caméras, micros, questions pleuvaient de partout. « Madame Beaumont, que ressentez-vous? Que signifie cette victoire pour vous? Avez-vous quelque chose à dire à Céline Moreau ?» Je pris une profonde respiration. Laurent se tenait à ma droite, Sophie à ma gauche. Je pris les mains de mes enfants. Je les regardais. Il y avait de la fierté dans leurs yeux, du bonheur. Et à ce moment, je savais que ce n'était pas seulement ma victoire, c'était la victoire de notre famille. Aujourd'hui, dis-je au journaliste, ma voix tremblait mais était déterminée.
Aujourd'hui, ce n'est pas seulement moi qui ai gagné. Aujourd'hui, toutes les Marguerites en France ont gagné. Toutes les Émilie ont gagné. Aujourd'hui, notre foi en la justice a été renouvelée. Et aujourd'hui, nous avons compris que quel que soit notre âge, si nous nous battons pour la vérité, nous pouvons gagner. Les caméras flashaient, les stylos grattaient le papier. Ce que Céline Moreau et son gang ont fait, continuai-je, n'était pas seulement une escroquerie à l'héritage, c'était voler la confiance, la dignité, les espoirs des personnes âgées. Chaque année, des centaines de personnes âgées sont escroquées de cette façon. Mais maintenant, nous ne resterons plus silencieux. J'ai consacré le reste de ma vie à lutter contre ce genre d'escroquerie. Ce jour-là, mon discours devant le palais de justice fut diffusé sur toutes les chaînes nationales. Journaux télévisés, manchettes de journaux, partout le même titre. Une professeure de droit de 68 ans détruit un gang d'escrocs. Dans les 48 heures suivant la décision du tribunal, les événements se développèrent rapidement. Thomas Girard fut arrêté à Paris. Sa boutique fut scellée. Tous les faux documents, vieux timbres, cachets, furent collectés comme preuve. L'enquête policière révéla que Girard avait produit plus de 200 faux documents au cours des 10 dernières années. Chacun avait été utilisé dans une affaire d'escroquerie. Le laboratoire du docteur Alain Mercier fut fermé. L'enquête du ministère de la Santé montra que Mercier avait manipulé plus de 50 tests ADN. Sa licence fut définitivement révoquée, il fut interdit d'exercer la médecine. Et les procès contre lui commencèrent. Des dizaines de victimes avaient subi des injustices à cause de tests manipulés pendant des années. Maître Rousseau fut mis sous enquête par le barreau de Toulouse. Des violations éthiques furent trouvées dans de nombreux procès. Son adhésion au barreau fut suspendue, il ne pourrait probablement plus jamais exercer le droit. Et Céline Moreau, c'est-à-dire Isabelle Lacroix, fut jugée. Les accusations étaient lourdes, escroquerie organisée, falsification de documents, vol d'identité, manipulation de personnes âgées. Le parquet demandait 15 ans de prison. Au procès, j'ai vu Céline une dernière fois. Cette femme confiante et souriante n'était plus là. À sa place, il y avait une personne vaincue, brisée, désespérée. Elle me regarda. Dans ses yeux, il n'y avait ni colère ni remords, seulement du vide, comme si une coquille sans âme était restée. Le juge lui demanda « Madame Lacroix, avez-vous quelque chose à dire à vos victimes ?» Céline resta longtemps silencieuse. Puis « Je suis désolée, dit-elle, mais sa voix était vide, pas sincère. C'était juste un mot qui devait être dit, c'est tout. » Ce jour-là, Céline Moreau fut condamnée à 12 ans de prison. Elle avait maintenant 42 ans. Elle sortirait de prison à 54 ans. Elle passerait les années les plus productives de sa vie dans des cellules froides. J'ai senti la restauration de ma foi en la justice, mais il y avait aussi une tristesse en moi, parce que Céline était une femme malade. Elle aurait peut-être pu être aidée, traitée, mais sa colère contre le système, sa cupidité, son absence de conscience l'avaient amenée ici. La semaine suivant le procès, j'ai rendu visite à Marguerite Fontaine. Je suis allée à Lyon, à la maison de son fils. Quand Marguerite me vit, ses yeux se remplirent de larmes. « Madame Beaumont, dit-elle en tremblant, je vous ai vue à la télévision. Vous avez gagné. Vous l'avez fait. » Je la serrai dans mes bras. Deux vieilles femmes, serrées l'une contre l'autre. Nous pleurions. « Non, Marguerite, dis-je, nous avons gagné. Sans vos informations, je n'aurais pas pu gagner. Vous êtes mon héroïne. » Marguerite, après le procès, rouvrit son propre cas contre Céline. Les preuves révélées dans mon procès avaient renforcé son cas. Et 2 mois plus tard, Marguerite gagna aussi. Le tribunal décida qu'elle recevrait une compensation pour l'escroquerie de Céline à Lyon. Elle ne récupérera pas sa maison, parce que la maison avait été vendue, mais au moins elle reçut une somme d'argent. Elle récupéra sa dignité. « Maintenant, je n'ai plus à vivre avec mon fils, » dit-elle heureusement. « Je peux louer un petit appartement, être indépendante. » Ce jour-là, j'ai longuement parlé avec Marguerite. J'ai écouté son histoire, ses souffrances, ses espoirs. Et j'ai pris une décision. En rentrant chez moi, j'ai eu une réunion avec Laurent et Sophie. « Je vais créer une association, dis-je. Une association pour protéger les personnes âgées contre les escroqueries. Et Marguerite, Émilie et moi, nous serons les fondatrices de cette association. » « Maman, c'est une excellente idée, dit Sophie, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Tu as 68 ans, tu devrais être à la retraite, te reposer. » Je souris. « Sophie, j'ai enseigné le droit pendant 40 ans.
J'ai une tête pleine de connaissances, un passé plein d'expériences. Maintenant, c'est le moment de redonner cette connaissance à la société. Il y aura beaucoup de temps pour se reposer. Mais maintenant, c'est le moment de travailler. Nous avons créé l'association. Son nom, Association Justice et Protection pour les personnes âgées. Notre objectif était Campagne de sensibilisation. Éduquer les personnes âgées, les familles sur les tactiques d'escroquerie. Soutien juridique. Fournir des avocats gratuits aux victimes d'escroquerie. Soutien psychologique. Service de thérapie pour guérir les traumatismes des victimes. Recherche et rapport. Suivre les tendances d'escroquerie, faire des recommandations au gouvernement. Le jour de l'ouverture de l'association, dans une salle de conférence à Bordeaux, plus de 200 personnes se réunirent. Personnes âgées, familles, avocats, journalistes. Mon histoire avait inspiré beaucoup de gens. J'ai fait un discours. Aujourd'hui, dis-je, aujourd'hui nous n'ouvrons pas seulement une association. Aujourd'hui, nous brisons le silence. Aujourd'hui, nous élevons la voix des personnes âgées. Parce que nous, en tant que membres les plus précieux de la société, méritons le respect, la protection et la justice. Les applaudissements remplirent toute la salle. Et à ce moment, je sentis une chaleur dans mon cœur. Le vide créé par l'absence de Jean-Pierre se remplissait maintenant d'un but. Je suis Madeleine Beaumont, j'ai 69 ans, de Bordeaux, professeure de droit à la retraite, une mère, une grand-mère, une veuve, et maintenant, une activiste. Il y a 6 mois, ma vie semblait être un cauchemar. Un gang d'escrocs essayait de prendre tout ce que j'avais. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai utilisé mes 40 ans de connaissances, d'expérience, de force, et j'ai gagné. Mais ce n'est pas seulement ma victoire, c'est la victoire de tous ceux qui croient en la justice chaque jour, qui se battent pour le bien, qui ne perdent pas espoir. Si vous êtes actuellement dans une lutte difficile, procès d'héritage, escroquerie, injustice, s'il vous plaît, n'abandonnez pas. Demandez de l'aide, recherchez, battez-vous, parce que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Et si vous êtes actuellement paisible, chanceux, regardez autour de vous. Qui pourrait avoir besoin d'aide? Quel voisin âgé est seul? Quel ami mène une bataille silencieuse? Tendez la main, demandez, soutenez. Parce qu'en vieillissant, notre argent, notre propriété, notre force physique peuvent diminuer, mais notre sagesse, notre expérience, notre esprit de solidarité, cela ne diminue jamais. Au contraire, ils augmentent. À 68 ans, j'ai mené la plus grande bataille de ma vie. Et à 69 ans, je fais le travail le plus significatif de ma vie. Parce que l'âge n'est pas un obstacle, l'âge est une force. Permettez-moi de vous dire une dernière chose. La vie est courte. J'ai appris cela douloureusement quand j'ai perdu Jean-Pierre. Mais même si la vie est courte, elle peut être significative. Chaque jour, nous pouvons toucher une personne, changer une vie, faire une différence. Je sais maintenant, les ombres peuvent être réelles, les dangers peuvent venir de là où on ne les attend pas, mais la lumière est toujours plus forte que l'obscurité, et nous, ensemble, nous sommes une lumière très puissante. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir partagé mon histoire. Et surtout, merci d'avoir entendu ces messages, de l'avoir pris à cœur. N'oubliez pas, ne perdez pas votre foi en la justice. Protégez votre famille. Prenez soin les uns des autres. Et toujours, toujours, battez-vous pour le bien. Au revoir mes amis. Et n'oubliez pas, jamais, jamais, jamais n'abandonner.